Bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Flutter et surtout des feedbacks en fait que j'ai eu en mettant en prod quelques apps. Donc moi, c'est Hélène, je travaille chez Sphere à Paris. Je travaille surtout sur des technologies mobiles, Android, iOS, avec une expérience vraiment plus orientée sur le natif. J'ai découvert Flutter il y a un peu plus d'un an. J'adore ça et voilà, j'ai fait quelques apps et voilà, c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. Donc, avant de donner justement ces feedbacks-là sur les applications que j'ai pu mettre en prod, tout d'abord ici dans la salle, qui a déjà testé un peu Flutter, fait quelques apps, quand même pas mal, ok, cool, et qui est développeur mobile. Ok, d'accord. Et du coup, web, sinon? Ok. Cool. Donc même pour ceux qui connaissent pas ces frameworks, donc je voulais juste vous parler un peu de l'historique, d'où ça vient et pourquoi pourquoi on entend parler aujourd'hui. Donc en fait, voici l'historique de tout ce qui s'est passé, un peu les jalons de Flutter. Ça a été en fait démarré en tant qu'un peu un projet expérimental chez Google. C'est quelqu'un qui faisait partie de l'équipe Chrome qui s'est dit qu'est-ce qui se passe si je prends en fait juste le moteur de rendu de Chrome qui est Skia, si j'enlève tout le reste et que j'essaye de faire en fait un framework UI basé sur ça, vraiment orienté sur la performance, sur le fait de pouvoir faire des interfaces custom facilement et voilà, mais vraiment essayer de faire quelque chose de super performant et qui marche bien, tout d'abord pour le mobile, mais sur d'autres plateformes aussi. Et donc voilà, ça a commencé en 2014. En 2014, c'était le tout début. C'est comme cette personne-là, elle bossait sur Chrome. Elle s'est dit en fait le langage de programmation que je vais utiliser pour mon framework, ça sera le JavaScript. Donc pendant un an en fait, c'était finalement JavaScript, ce langage-là, et il s'est trouvé bloqué à cause de quelques caractéristiques du langage. Donc son équipe déjà après un an, il avait déjà une petite équipe. Il est allé voir en fait ce qui était un peu disponible sur le marché des langages de programmation. Ils ont fait plein de tests, ils ont tombé finalement sur Dart. Dart, c'est un langage de programmation qui a été fait pour le web, mais qui a jamais vraiment pris. Et ça n'a jamais vraiment marché. Et c'est grâce à Flutter justement qu'aujourd'hui on en parle de plus en plus. Donc pour faire du Flutter aujourd'hui, Flutter qui est le framework pour faire ses applications UI, on va programmer en Dart. Donc voilà, après, depuis 2014, il y a eu des tech previews, des bêtas, etc. La version stable a été annoncée il y a peu plus d'un an. Et la 1.0, là, ils ont dit, allez, c'est bon, vous pouvez aller en prod, voilà, faire vos applications encore une fois pour le mobile. Dans un premier temps. Et aujourd'hui, on est sur la version 1.12 annoncée en décembre de l'année dernière. Donc voilà, donc là, je vous ai parlé de ce fameux moteur de rendu Skia qui vient de Chrome. Et là, je vais vous donner quelques rapidement quelques caractéristiques du framework, donc le rendu. Ce qu'il faut savoir avec Flutter, la différence avec les autres technologies pour faire du mobile, que ce soit natif ou que ce soit cross-platform. En natif, on va utiliser les widgets ou les composants qui sont fournis par la plateforme. On va utiliser un bouton Android quand on utilise les SDK Android, un bouton iOS quand on utilise les SDK iOS, les boutons qui sont fournis par la plateforme elle-même. Quand on fait du web, ce sera forcément des boutons web. Et quand on fait il y a d'autres stratégies aussi pour faire du cross-platform, des technologies de type React Native par exemple, où on va écrire son code en JavaScript et ensuite ça va mapper vers le vrai bouton Android ou iOS. Voilà un peu les trois stratégies. Flutter, en fait, ça a amené vraiment une toute nouvelle stratégie. On va pas utiliser WebView, on va pas utiliser les composants qui sont fournis par le framework. Ils vont dessiner tout. Le framework, en fait, il permet d'utiliser vraiment des composants qui sont fournis par le framework lui-même. Ça veut dire que les équipes Flutter, en fait, ils ont écrit from scratch tous les composants,
tous les boutons, les scroll view, les interactions, tout en fait est contrôlé par le framework. C'est ça la grosse différence aussi, et c'est grâce à ça qu'ils peuvent vraiment avoir des super bonnes perfs en fait, parce que tout le rendu est vraiment contrôlé par le framework, et du coup c'est beaucoup plus facile de aussi comme ça de faire des interfaces qui sont beaucoup plus customisables. Après, ensuite, quand on pense à Flutter, on parle souvent du développement cross-platform pour mobile. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était vraiment la première cible. Ils se sont dit, on va créer un framework UI. Il faut qu'on vraiment cible quelque chose au départ. Ça a été le mobile, donc les premiers efforts ont été faits pour gérer ces plateformes-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, en fait, la raison d'être de Flutter, c'est pas pour faire du mobile, en fait, c'est pour faire de lui. Là, on peut faire de lui. Donc là, il y a un écran. Donc là, je vous ai mis ici une citation de Tim Smith, qui est le project manager actuel de Flutter. Voilà, c'est vraiment de faire un toolkit, un framework qui est portable, qu'on peut utiliser partout. Et du coup, au mobile, aujourd'hui, on peut faire de la prod, c'est stable, mais il y a beaucoup plus d'autres plateformes en fait qui sont visées et qui, ils travaillent dessus. Donc là, pour le web, c'est en bêta. Donc là, Edouard, il n'est pas dans la salle, je pense, mais il fait cet après-midi, justement, un talk sur Flutter pour le web. Donc je vous encourage à venir aussi. Pour le desktop, donc tout ce qui est Windows, Mac, Linux, c'est en expérimental. Les plus avancés, c'est pour Mac ou c'est en alpha. Et même des plateformes de chip IoT, il y a des gens qui ont travaillé en fait sur des programmes qui peuvent tourner en fait sur des Raspberry Pi et qui bien sûr qui sont branchés à un écran, voilà, et avec Flutter. Donc ça c'est super intéressant. Et juste pour information, on peut également faire des applications de type bassin interface, mais en utilisant Dart, mais du coup en interface de ligne de commande. Alors, vous avez vu ici l'image que j'ai mis dans la slide. Donc, Fuchsia OS, ce nouvel OS que Google est en train de développer. C'est un peu mystérieux, on ne sait pas trop à quoi ça va servir. Il y a des grosses rumeurs qui disent ça va être le successeur d'Android, mais c'est vraiment quelque chose qui est censé marcher partout aussi. Et du coup, derrière, ça serait en fait Flutter qui est le framework UI privilégié, préconisé pour faire des applications, pour faire la partie interface sur Fuchsia OS. Donc juste pour vous donner une idée de comment ça marche, la stack de Flutter, ici dans le cas du mobile. Donc tout en haut, vous avez votre application qui elle est écrite en Dart. Le framework lui-même est écrit en Dart aussi. Ensuite, on a le moteur Flutter qui est écrit en C++. Tout en bas, vous avez le matériel, le hardware. Donc là où vous avez votre GPU, votre CPU, et du coup, juste entre les deux pour faire le lien entre le matériel et le moteur Flutter. Vous avez cette brique, la brique jaune, qui est justement l'embedder ou le runner, qui est la partie qui va justement faire le lien entre ces deux-là. Et en fait, ce qui est super intéressant avec cette architecture, c'est que c'est vraiment, il y a que cette brique-là qu'il va falloir customiser pour faire en sorte que ça marche sur toutes les plateformes. La seule exception, c'est bien sûr, c'est quand on va cibler le web, parce que le web, on va pas cibler, on va pas s'exécuter directement sur le matériel, on va s'exécuter sur un navigateur. Et donc, du coup, c'est juste pour le web où c'est un peu différent. Il y a un transpiler qui va transpiler le code Dart en JS, etc. Le moteur lui-même, il est un peu différent. Mais bon, bien, pour tous les autres, en fait, ça serait cette architecture-là. Ce qui est super intéressant aussi avec Flutter, c'est que c'est 100% open source et depuis le premier jour, que ça soit le framework, les moteurs. Donc là, c'est juste quelques exemples, mais il y a plein d'autres projets aussi qui sont autour. Tout open source est disponible et également le langage en lui-même, Dart, il est aussi open source. Donc voilà, donc là c'était juste vraiment quelques caractéristiques pour vous donner une idée de ce que c'est que Flutter. Et du coup, comme je vous ai dit, je me suis intéressée, j'ai publié des applications sur les stores et du coup j'ai appris plein de choses avec ça et c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Première chose, c'est l'internationalisation. Donc moi, je viens du monde Android natif. Il y a quelque chose qui est extrêmement bien en fait dans les projets Android natifs,
ou dans le framework Android plutôt, c'est qu'en fait, depuis le tout début, là, il y a un petit moteur natif justement pour gérer ces ressources et notamment ces strings et ces strings qui sont localisés. Automatiquement, en fait, quand on va lancer une application, on a besoin de rien faire. La langue, en fait, elle a détecté automatiquement et grâce, en fait, à un système de rangement des bons fichiers dans des bons dossiers, c'est automatique. Et si mon device, il est en français, ça va prendre les strings en français. S'il est en anglais, ça va charger les strings en français. Alors Flutter, pas du tout. En fait, si on veut faire de l'internationalisation, il faut faire à la main. On peut détecter quand même au runtime du coup quelle est la langue de l'utilisateur et il faut faire des trucs à la mano. Il faut dire non, je supporte telle langue. Et ensuite vraiment la mécanique de comment je vais aller chercher mes strings localisés, tout se fait manuellement. Donc juste pour vous illustrer ici, j'ai mis quelques issues de GitHub en fait des personnes qui proposent ou qui sont à la demande en fait des améliorations ou qui proposent comment on peut en fait faire en sorte que ça marche de manière un peu plus naturelle. Et celle qui est entourée en rouge, c'est justement faire de la résolution de local dans l'embedder, c'est-à-dire pouvoir vraiment détecter automatiquement quelle est la langue qui tombe sur le device et faire un petit moteur d'internationalisation qui est basé sur ça. C'est bon. Après, ce qui se passe aussi, comme il n'y a pas de solution officielle, ce qui se passe, c'est que chaque développeur ou chaque équipe, chaque projet va utiliser sa propre solution. Et ce qui se passe, ils se disent, ah non, j'ai créé un petit moteur qui va faire l'internationalisation. Et après, je vais le packager en libre et je vais rendre disponible à d'autres développeurs. Et du coup, ce qui se passe, c'est quand on va aujourd'hui sur Pub, qui est un peu le repository là où on va chercher nos dépendances externes, et qu'on cherche internationalisation, localisation, on en trouve plein. Après, moi, je vais pas passer du temps. Moi, je vais coder mon app et je veux un truc qui marche rapidement. Je vais pas aller chercher, quelle est la bonne solution pour mon cas. Donc voilà. Donc là, c'est juste un peu mon feedback là-dessus, c'est que il faudrait que le framework lui-même il gère ça et qu'il me propose quelque chose qui marche facilement. Ensuite, c'est quand on fait une application pro, quand on a dans une équipe qui va gérer en fait plusieurs environnements, de la dev, d'intégration, de la prod, pré-prod, etc. et même des variantes de type gratuit ou payant, qui sont des choses en fait qu'on retrouve tous les jours dans le dev mobile, dans le dev web aussi, mais particulièrement dans le mobile en général, on a vraiment plein de variantes en fait de l'application. Et on peut parler de product flavors, qui sont en fait ces variantes-là. Et du coup, pareil, comment on fait en Flutter. Donc là, on va se référer à la documentation officielle. Et ici, je vous donne un screenshot de la documentation officielle. Ils disent, bien sûr, vous pouvez en faire pour iOS et Android. Hein. Donc là, si vous voulez en faire, regardez ce blog post ou ce blog post-là. Oui, d'accord, mais oui, encore une fois, j'ai pas envie. Et en plus, ce sont des blog posts qui sont longs comme le bras. Et encore une fois, j'aurais aimé une préconisation ou vraiment quelque chose d'officiel fourni par le framework. Ensuite, les crashs. Donc, très important, encore une fois, dans le monde du mobile. Je mets mon application en prod, mes utilisateurs vont commencer à utiliser et les crashs, ça arrive, on peut jamais avoir une application qui est parfaite. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'on va intégrer une dépendance qui va justement être, qui va me reporter les crashs que mes utilisateurs vont avoir. Donc là, je vais intégrer quelque chose de type Firebase Crashlytics, Sentry ou autre. Il y en a plein qui existent. Et du coup, moi, en tant que dev mobile natif, moi, ce que je dis, en fait, tout ce que j'ai à faire, en fait, j'intègre cette dépendance et après, c'est un peu magique et on met notre application en prod et dès qu'il y a un crash, je reçois sur mon interface de type Firebase Crashlytics, par exemple, la stack trace, les détails du device, etc. Voilà, c'est automatique, en fait, il n'y a rien à faire. Sauf qu'en Flutter, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application, si on n'en fait rien, encore une fois, parce que c'est ce que j'ai fait finalement, naïvement, j'ai dit, j'intègre ma dépendance Firebase Crashlytics, je mets en prod et je vois si ça crache ou pas. Mais en fait, j'ai eu 100% crash free
pendant quelques semaines jusqu'à ce que je reçois le screenshot qui est à droite, qui est un screenshot d'un vrai utilisateur de mon application qui était en prod, d'une application qui justement a crashé. Mais le souci, c'est que Flutter, il va pas faire crasher l'application, il va un peu catcher toutes ces crashs là. Et au lieu de crasher cette application, il va afficher cette ce beau widget ou ce beau composant là. Bien sûr, c'est ironique, mais avec le détail en plus du crash, ce qu'on appelle dans le mode Flutter l'écran rouge de la mort. Parce que franchement, c'est quelque chose qu'on veut vraiment jamais voir en prod. Et du coup, ce qu'il faut faire, en fait, c'est que il faut overrider le comportement de ce widget-là, de son composant, qui est le widget d'erreur, qui s'affiche et quand il y a une erreur. Et donc, il faut overrider et il faut faire au minimum deux choses. C'est que d'une, il faut envoyer à son outil de crash reporting le crash et les détails. Et de deux, il faut traiter le crash, soit afficher un message d'erreur, soit faire traiter le crash en fait, faire du error handling. Ensuite, quelque chose aussi qu'il faut savoir dans le monde Flutter, c'est que il y a quand on va parler de vraiment de stratégie d'architecture ou comment on va organiser son code, on va parler de gestion d'état. C'est quelque chose que est très très courant dans le monde du web, et c'est un peu c'est les conversations qu'on a sur les architectures, c'est les discussions en général sans fin. Là pour le coup, l'équipe Flutter a une recommandation, mais pour les applications simples de type simpliste. Mais après, quand on a une application qui a, je sais pas, 80 plus de 100 écrans, elle est plus simple, donc il va falloir se référer à autre chose. Pareil, dans la doc, il liste toutes les options. Aujourd'hui, dans la communauté, les plus populaires, je dirais que c'est Redux qui vient, qui est juste les personnes ont porté en fait le pattern Redux du web vers le Flutter, ça marche plutôt bien. Block qui marche bien aussi, mais qui pour moi en fait sont trop boilerplate. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Et c'est pour moi plus de code, c'est plus maintenance, c'est plus de potentiellement des bugs. Et du coup, moi, j'aime beaucoup en fait Mobex qui est aussi un pattern, un petite librairie qui a été faite pour le web. Et moi, j'aime beaucoup, ça fait le job, ça scale bien et il y a beaucoup moins de boilerplate. Autre chose, donc c'est les gestions des ressources. Encore une fois, comme je vous ai dit, non seulement en fait, pour les strings, les ressources sont vraiment bien gérées. Les strings de type ressources sont vraiment bien gérées sur les projets Android natifs, iOS aussi d'ailleurs. Sur Flutter, en fait, pour tout ce qui est color, style, dimension, etc., il n'y a pas vraiment quelque chose qui est fourni par le framework pour gérer ces types de choses-là et vraiment mutualiser et faire en sorte que ce code soit un peu propre. J'utilise quand j'utilise un style, je l'extrais et je l'utilise un peu partout. Par exemple, un style de bouton que je vais utiliser partout. En fait, si on veut le faire proprement, et on va vraiment faire les choses réutilisables, il faut le faire à la mano. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est la solution que j'ai trouvée, c'est de faire des petites classes qui vont me permettre en fait de réutiliser ces styles, ces couleurs, ces dimensions un peu partout. Donc voilà. Donc là, dans mon fichier, dans mon dossier projet, j'ai mon dossier ressources avec values et avec quelques fichiers de ressources. Et encore une fois, voilà, c'est quelque chose que dans le mode du Android natif, c'est fait par un peu. Il y a une proposition vraiment qui est par défaut et que tout le monde sait, que tout le monde connaît et qui marche vraiment super bien. Mais pour d'autres types de ressources, en fait, il y a le framework, il sait le gérer, donc notamment pour tout ce qui est assets, tout ce qui est images ou JSON ou n'importe quel autre type de fichier qui sera utilisé dans mon application. Dans PubSpec YAML, qui est un peu l'équivalent de build Gradle, ou c'est le fichier de conf en fait de mon application, qui aura des informations de build, des informations des dépendances et notamment aussi les informations sur les assets.
Et les polices également. Donc ici, on voit, c'est plutôt bien. On déclare l'utilisation d'une police, son nom et les liens vers les différentes variantes de cette police-là. Donc là, pour le coup, c'est vraiment bien géré. Ensuite, pour tout ce qui est design, je vous ai pas dit au début, mais en fait, Flutter a aussi travaillé avec les équipes de matériel design dès le départ. Et du coup, je vous ai dit aussi, les widgets, ils sont fournis avec le framework. Ces widgets-là, ils respectent vraiment à la lettre les specs de matériel design. Donc ça, c'est super intéressant. Par contre, quand on va faire une application qui tourne aussi sur iOS, on peut dire ouais, Material Design, peut-être ça colle pas trop, surtout quand on affiche des choses de type de pop-up, des bottom sheets et des contrôles qui sont un peu bizarres sur iOS. En fait, pour pallier ces problèmes, ils ont aussi créé une deuxième famille de widgets qui est la famille Cupertino. Je vous en parle pas aujourd'hui, c'est juste pour que vous sachiez que ça existe. Donc là, on va parler plutôt de la partie matériel design. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai dit, ils respectent vraiment à la lettre les specs. Et du coup, c'est plus facile de respecter les specs de matériel design quand on fait du Flutter que quand on fait de l'Android natif. Mais après, c'est compréhensible parce que Android, ça fait 10 ans que ça existe. Il y a eu plusieurs évolutions des composants UI. On a vu d'autres styles de type Holo et les trucs d'avant qui, je pense qu'il y avait même pas de nom. Et ça veut dire que si on veut vraiment faire du matériel quand on fait de l'Android natif, en fait, il faut changer un peu dans plein de fichiers. Donc là, je vous ai mis ici les fichiers qu'il faut changer dans mon projet Android. Si je veux créer un bouton de type Extended Floating Action Button, qui est un FAB, un Floating Action Button avec un texte. Donc là, il faut faire plein de changements, alors qu'un Flutter, en fait, on a un constructeur, on a quelque chose qui est prêt pour utilisation. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, juste pour donner vraiment pour vous illustrer que les specs sont beaucoup mieux respectés en Flutter. Donc là, à gauche, vous voyez la spec du widget slider donné par Material Design. Donc voilà, ça vient de la doc officielle. Au milieu, c'est celle utilisée sur mon app avec zéro customisation. Ok, certes, c'est pas pile poil les specs, mais on voit bien que ça respecte les specs. Et à droite, en fait, on voit la SICK-bar qui serait l'équivalent de ce contrôle-là sur Android. Après, là, c'est un peu, j'ai fait un peu exprès de montrer ça parce qu'en fait, il y a en fait un composant slider matériel, je sais pas si c'est disponible sur Android pour Android en fait, mais qui n'est pas chargé par défaut. Si on veut vraiment utiliser les composants Android, il faut aller les chercher. Comme je vous ai montré pour le bouton, il faut aller vraiment le piocher et les changer un peu partout. Quelles sont les dépendances. Je veux utiliser Material Components. Mon bouton, c'est pas un bouton. Mon slider, ça sera pas le slider officiel, ce sera le slider matériel, etc. Voilà, c'est plus difficile de faire du vrai matériel design sur Android natif. Autre chose aussi, c'est les transitions d'écran, qui est quelque chose, c'est un comportement qui est très 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 matériel. C'est que quand on est dans une liste, par exemple, et quand on clique sur un élément et on va dans le détail, on a cette transition là qui est plutôt, c'est très 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 bien. C'est très comment on dit, c'est très je sais pas, sympathique. Donc là, dans l'exemple, on clique sur cet élément dans la liste, on a un zoom sur l'image et on voit aussi l'animation du label. Du coup, comment ça se passe sur Android? C'est quelque chose qui s'appelle la scene transition, la scene transition. Sur le fichier de source, donc il faut que je déclare mes activity options avec plein d'ID, de view, source, destination, etc. Voilà, et que je lance mon activité, donc mon écran avec ces options-là. Sur l'écran de destination, voilà, il faut que je fasse encore plus de boilerplate avec le truc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tout ça pour gérer vraiment cette transition. Et du coup, en Flutter, comment ça se passe? Donc là, c'est pas vraiment une transition d'écran, mais en fait, ça aurait été pareil si c'était un écran de transition. Donc là, sur l'animation, vous voyez un exemple de transition de widget que j'ai sur mon application. Et en fait, c'est sur Flutter, il y a un widget qui est fourni avec le framework qui s'appelle le Hero Widget,
qui fait ça presque automatiquement pour vous. C'est juste que de mon écran de destination, qui est celui-ci, je vais wrapper l'élément que je veux faire transitionner avec ces widgets qui s'appelle Hero Widget. Je lui donne un ID et sur mon écran de destination, pareil, c'est lui qui sera la fin de mon animation. Je le wrap dans ce Hero Widget avec le même ID et ça marche automatiquement. Il n'y a rien à faire. Après, on pourra customiser le style d'animation, la courbe d'animation, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment super, super facile pour faire ces comportements qui sont de type Material Design en Flutter. Donc, je vous ai dit que avant en iOS, en fait, peut-être que des fois, on va pas vouloir utiliser vraiment les widgets qui sont sur Material Design. Ça va ressembler un peu trop à Android. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on peut faire du design qui est spécifique pour une plateforme. Au runtime, en fait, on peut détecter, si on tourne sur iOS et sur Android, faire du code non seulement pour le design, hein, mais aussi s'il y a des choses vraiment qui sont spécifiques à la plateforme, on peut le faire comme ça. Après, c'est la grosse discussion. Quand est-ce qu'il faut en faire? Quand est-ce qu'il faut pas en faire? Ma recommandation, c'est que, il faut essayer de mutualiser au maximum, le design pour faire en sorte, qu'on puisse vraiment avoir juste une seule code base pour les deux plateformes. Mais, des fois, on n'aura pas le choix si on veut faire des comportements qui sont 100% natifs de type, je sais pas, sur iOS, je vais m'intégrer avec Siri. Siri n'existe pas sur Android. Donc, on aura un if platform is iOS, je fais du Siri. Sinon, je fais du Google Assistant, je fais autre chose. Mais, en tout cas, c'est possible. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement faciles d'intégrer dans Flutter. Donc là, je vais vous donner deux exemples. C'est le premier, c'est le menu de partage. Donc là, vous voyez, dans une application, on peut partager des choses avec d'autres applications. Donc là, c'est l'exemple que je vous montre. Donc là, c'est pareil, ce sont deux animations d'une application que j'ai développée. Il y a littéralement une ligne de code à faire pour que ça marche sur les deux plateformes et ça marche extrêmement bien. C'est la ligne de code que vous voyez là, share avec le string qu'on veut partager et ça map sur les comportements natifs côté Android et côté iOS et franchement ça marche juste super bien. Les quick actions aussi qui sont là vous voyez sur l'écran de la home, que ce soit sur Android, sur iOS, si on fait un clic long sur Android ou alors qu'on fait un 3D Touch ou un Force Touch sur iOS, on a ce petit menu avec des raccourcis vers l'application. C'est les Quick Actions. Et un peu plus de code, mais bon, c'est vraiment pas beaucoup de code à faire et ça marche, encore une fois, super bien. Et ces deux exemples-là, ce sont des plugins ou des packages qui ont été développés et qui sont maintenus officiellement par Google. Et il y en a plein d'autres. Et du coup, c'est ça, qui est assez intéressant aussi, c'est que j'aurais fait la même chose, pour Android, je pense que il m'aurait fallu au moins une dizaine de lignes de code, pour faire ce comportement-là. Alors qu'en Flutter, c'est juste une ligne. Il y a d'autres choses qui sont un peu plus difficiles d'intégrer, mais après, ça veut pas dire qu'en natif, c'est plus facile. Donc, tout ce qui est l'input clavier, les saisies clavier. Après, même surtout dans le monde Android natif, on se prend souvent la tête avec ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que en Flutter là, sur mon application, j'avais à un moment donné pour une version plein d'input clavier. Et après, encore une fois, je fais un minimum quoi. J'essaye de faire vraiment un minimum de code pour gérer ça. Je fais juste mon input clavier et mes edit text, ou mes text field. Et je dis, oh non, je vois quel est le comportement. Et du coup, là, dans l'exemple que je vous montre, c'est un input de type numérique. Donc, automatiquement, donc très bien, les deux plateformes. Donc, à gauche, on voit le clavier Android qui est apparu, le pavé numérique. Et à droite, celui d'iOS. Et du coup, après, ce qui se passe, c'est que, vous voyez sur Android, j'ai mon pavé numérique. J'ai quelques trucs, boutons, on s'en fout un peu. Mais notamment, j'ai mon bouton Done
Et à tout moment en Android, j'aurai mon action back qui permet de dismiss le clavier, de faire disparaître le clavier. Par contre, côté iOS, vous voyez, j'ai bien tous mes nombres. J'ai un bouton delete et c'est tout. Et du coup, comment on fait pour dismiss le clavier? Après, on peut se dire, on peut faire quand on le clique en dehors du clavier, ça fait dismiss, mais bon, ça, il faut coder à la main. C'est juste, c'est un truc qu'il faut savoir. Moi, quand j'ai vu ça, ah ouais, d'accord, comment je dismiss, quoi. Il y a pas de OK, il y a pas de done qui est vraiment fourni par le clavier natif encore une fois, si on ne code rien. Et donc, pour pallier à ça, il y a un package qui gère bien ça, qui permet en fait d'afficher pour ceux qui ont pas d'iPhone en fait quand on fait afficher un clavier. Donc, il y a tous les boutons, il y a tout, soit le clavier alphanumérique, soit le numérique qui est affiché, et on peut afficher en fait une vue juste au-dessus qui aura des actions custom de type OK, done, cancel, etc. Voilà. Et donc, avec ce package-là, c'est possible de le faire. Alors ensuite, performance. En général, quand pour ceux qui en ont fait ici du Flutter, peut-être que vous avez démarré votre première petite application, il y a peut-être une scroll view, une list view que vous avez fait, et vous avez développé votre truc, votre téléphone était branché, vous avez dit non, je vais tester sur mon téléphone, allez run sur le téléphone, et là vous manipulez votre liste qui peut être assez longue, et là en fait ce que vous allez remarquer c'est que ça va laguer vraiment beaucoup. Là vous dites mais qu'est-ce que c'est que ces frameworks? Et ils me disent en fait la promesse c'est que c'est méga performant, et là j'ai un truc qui lag vraiment beaucoup, et en fait ça c'est fait un peu exprès parce que là vous êtes en mode développement, et le mode développement il est pas du tout optimisé en fait pour la plateforme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Dart a 2 modes de compilation. Bon, il a plusieurs modes de compilation, mais là pour Flutter en tout cas, on utilise 2 modes de compilation, just in time et le ahead of time, un optimisé pour le développement et un optimisé pour la prod, pour vraiment les stores. Et du coup, ce qui se passe, donc là, le just in time, c'est ce mode-là qui est optimisé pour le développement. Il permet en fait qu'on puisse très rapidement itérer en fait sur des petites modifications qu'on fait sur notre code et voir de manière presque instantanée sur notre device. Et le mode et du coup la compilation elle est presque inexistante. En 200-300 millisecondes en fait on peut essayer de faire des petits ajustements sur l'interface, faire des petites modifications et voir cette modification directement sur le device qui est connecté ou sur l'émulateur. Le mode ahead of time va prendre un peu plus de temps pour compilation parce que du coup là il va vraiment optimiser le code pour l'architecture du matériel, mais on va vraiment utiliser ce mode-là que quand on fait de la release. Après, il y a autre chose aussi que j'ai appris avec Flutter, c'est en tant que dev Android, en fait, quand on va coder notre interface, quand on va vraiment gérer les un bouton qui va faire une action ou qui va changer quelque chose sur l'interface, on va coder ça de manière impérative. On va en fait détecter cette interaction qui vient de l'extérieur, donc soit une interaction utilisateur, soit quelque chose qui vient du système. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va chercher l'élément UI et qu'on va, en fonction de ce qu'on a détecté, faire varier l'UI. En fait, ça, c'est le mode impératif. Et en fait, quand on fait du Flutter, on fait pas du tout ça. On va détecter justement ce changement-là, soit un clic, soit quelque chose qui vient de l'extérieur, ou un appel web service, etc. Et on va plutôt changer l'état de l'application. Donc là, c'est ce qui se passe dans mon application onReceive. Vous voyez, elle a vraiment aucune référence vers l'UI. C'est vraiment, on va juste changer l'état. Et ensuite, on a une fonction de render, build, etc. qui sera gérée automatiquement par le framework quand on change l'état ou quand on change quelque chose qui va vraiment qui est susceptible de changer l'état. Elle sera exécutée par défaut et c'est elle en fait qui va décrire quel est le rendu de mon application avec un état donné. Donc voilà, c'est vraiment, on passe du paradigme impératif au paradigme déclaratif de programmation ou de description de l'UI. Ces paradigmes-là, ça n'a pas été, je vous ai mis ici des exemples de frameworks qui l'utilisent. Ça n'a pas été inventé par Facebook avec React, mais ça a été quand même popularisé avec Facebook. Donc là, il y a Flutter notamment qui l'utilise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le nouveau framework
pour faire de lui côté Android et côté iOS, qui sont Jetpack Compose pour Android et SwiftUI sur iOS, qui utilisent en fait ce même paradigme. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir sur Flutter aussi, c'est que les composants, ils sont très facilement réutilisables grâce à la composabilité. Et plutôt que de faire de l'héritage en fait de paramètres, d'attributs ou même de comportements, on va les composer en fait. Et du coup, ce qui se passe aussi, c'est que les widgets ou les composants, ils sont aussi ultra spécialisés. Donc là, ici, je vous montre un exemple d'un widget, d'un texte qui est centré et qui a du padding. Donc là, on voit que c'est un texte. C'est afficher du texte. Donc là, ces attributs, ce sont vraiment des choses qui sont liées à de l'affichage du texte. Donc un string et peut-être un style. Il y aura peut-être du text alignment ou des petites spacing comme ça, mais vraiment lié au texte. Si je veux le centrer, c'est pas un attribut que je vais rajouter. Je vais le wrapper d'un widget qui sait centrer parce que il est spécialisé, il sait faire du centrage. Et si je veux rajouter un padding, c'est pas, encore une fois, c'est pas un attribut. Il y a un widget pour ça. Je le wrap justement dans un widget padding. Et ça permet la réutilisabilité du code et oui, ça permet vraiment une lecture que je trouve qui peut être beaucoup plus facile et la réutilisabilité du code. Ensuite, sur la communauté Flutter, en fait, elle est un peu en train d'exploser. C'est vraiment, on voit, je vous ai mis ici des métriques sur LinkedIn ou sur GitHub. C'est vraiment les compétences des développeurs qui mettent en fait qui sont en train d'apprendre Flutter ou sur GitHub. Le projet, il prend beaucoup il croit beaucoup aussi. Le langage également, grâce à ces frameworks-là, et même sur le sondage Stack Overflow qui a été donné l'année dernière. Donc avant une année d'existence en mode stable, c'est déjà en fait le 3e framework le plus aimé par les développeurs. Donc voilà juste un résumé de tout ce que je vous ai dit. Donc il y a des choses qui sont très très bien. Intégration avec Material Design, il y a des intégrations qui sont natives, qui sont vraiment très très faciles à faire. La manière de d'écrire l'UI qui est vraiment très puissante aussi. La composabilité grâce au widget qui permet la réutilisabilité du code. Les 2 modes de compilation qui permettent justement quelque chose d'optimisé pour le développement et pour la release. La communauté qui est vraiment très très bien. Oui, je vous ai dit, ouais, elle est en train de croître, mais elle est aussi très bienveillante. Les gens, ils sont vraiment super ouverts. Et si vous avez une question, même des Googlers en fait, ils sont disponibles sur Slack, sur Reddit, sur Discord, sur Jitter. Ils sont vraiment partout. Donc ça, c'est vraiment super. Et ils répondent aux questions. Et l'expérience développeur aussi, en général, elle est vraiment très très bonne. Et après, sinon, il y a quand même des choses qu'on pourrait améliorer. Tout ce qui est gestion de ressources de manière générale, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer là-dessus. Les reporting des crashs, c'est pas normal en fait on gère pas bien ces crashs. On ait l'écran rouge de la mort qui serait en prod. La gestion de flavor, bien sûr, moi j'aurais aimé une recommandation officielle par Google qui permet aussi de faire les builds en intégration continue qui seront propres aussi, et l'input de clavier. Mais après il y a un package pour ça. Et sinon, pour mon application, j'ai pas eu vraiment de difficulté à cause du framework. Après, ce que j'ai appris aussi, c'est que j'ai mis en prod mon application. J'ai des utilisateurs qui vraiment aiment beaucoup mon application. Donc là, en tant que développeur mobile, on entend de plus en plus, il y a plus de place dans le store. Si on ne dépense pas des millions d'euros en marketing, on sera jamais visible. Moi, ça a marché. Et du coup, les apps, on peut toujours en faire. Si on fait un service qui est utile et qu'on fait un minimum de communication là-dessus, c'est sûr que ça peut marcher. Après, j'ai un login et j'ai vu que les gens utilisaient pas le login Google, utilisaient plutôt le moitié-moitié login Google et login anonyme. Sinon, juste pour finaliser, Flutter, c'est trop bien. Le dev natif, ça reste trop bien aussi. J'adore ça. Le dev, que ce soit Android, iOS. Je pense pas que Flutter va complètement remplacer Android. Là où il a vraiment de la place aujourd'hui, c'est une alternative au développement cross-platform.
Et sinon, pour les développeurs natifs surtout, c'est ayez un esprit ouvert et gardé, parce que c'est un truc qui marche en prod et qui utilise les paradigmes qui sont les nouveaux paradigmes qui seront utilisés dans quelques années pour Android et pour iOS. Et du coup, pour finaliser, voici les apps que j'ai développées. Elles sont toutes sur mon GitHub, et c'est surtout celle qui est à droite qui est la plus utilisée. Ce sont des apps. Après, vous pouvez regarder le code. Surtout, je pense pas que c'est qui est, si vous jouez à Wizards Unite, vous pouvez utiliser l'application qui est tout à droite, mais je pense pas qu'il y ait des gens qui jouent à ça. C'est un peu ouais, c'est la fin, c'est ça? À Wizards Unite? Non, trop bien. Ouais, c'est cool. Tu pourras, du coup, je vais t'expliquer après comment ça marche. Et celle du milieu, c'est juste un quiz. Celle-ci, c'est juste pour montrer à gauche, l'horloge là, c'est juste pour montrer l'intégration avec Siri, avec Google Assistant. Donc voilà, si vous voulez regarder, le code il est disponible. Et sur ce, merci beaucoup.